Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 25 mars. La Roca Team valide sa qualification pour les playoffs d'Euroleague. Les Monégasques ont enchaîné une 10e victoire face à Valence hier. Réaction et résumé à suivre dans quelques instants. Nous vous parlerons d'un ouvrage retraçant l'engagement militaire de la principauté dans la Grande Guerre. Un livre réalisé par 2 carabiniers du prince férus d'histoire. Et puis nous nous intéresserons ce soir à notre cerveau, et plus précisément aux neurotechnologies qui s'apparentent parfois à de la science-fiction. Le neurobiologiste Pierre Magistretti nous éclairera à ce sujet. Le Festival Printemps des Arts proposait hier un concert exceptionnel avec notamment le BBC Symphony Orchestra et l'interprétation d'une œuvre de Betsy Jolas. Et à la fin de ce JT, nous tenterons de décrypter les dernières tendances en matière de tatouage avec Noémie Ravena. Je vous le disais en titre, la Roca Team a validé hier son billet pour les playoffs d'Euroleague et ce pour la 2e année consécutive. C'est la victoire face à Valence à Gaston Médecin qui a permis aux Monégasques d'accéder à la prochaine phase de la compétition reine du basket européen. Le résumé de la rencontre est signé Yannick Debever et Thomas Deus. La Roca Team continue de marquer l'histoire du basket européen. Première équipe à atteindre les playoffs dès sa première saison d'Euroleague, l'AS Monaco Basket est désormais la première équipe à atteindre 2 fois les playoffs lors de ses 2 premières saisons dans l'élite du basket européen. Un exploit qu'il a fallu aller chercher face à une belle équipe de Valence, elle aussi en course pour le top 8. Plein d'envie, ce sont les Espagnols qui débutent le mieux cette rencontre grâce notamment à une bonne adresse à 3 points. Après un temps mort d'Obradovic, Monaco inflige un 8-0 pour refaire son retard et finir le premier quart-temps à égalité 22-22. C'est une fois de plus dans la 2e reprise que la Roca Team fait la différence grâce à Mathieu Strazel qui débloque la réussite à 3 points des Monégasques. S'ensuit un récital collectif, les Valenciens subissent une rafale de tirs longue distance pour encaisser un 15-2 en 3 minutes. Extraordinaire ! Monaco rejoint les vestiaires avec 7 points d'avance à la mi-temps et va même revenir de la pause avec encore plus d'intensité. Mathieu Strazel, encore lui, auteur d'un match parfait à 13 points 3 passes, permet à la Roca Team de passer un 10-0 pour prendre le large. À moins 17, Valence va se reprendre pour réduire l'écart par l'intermédiaire de Bojan Dubjevic qui inscrira 15 points dans cette rencontre. Les Monégasques sont toujours à portée de tir au début du 3e quart et vont même trembler lorsque Valence revient à moins 4. Mais il y a une qualification en play-off à aller chercher alors, c'est le moment pour les Roca Boys de verrouiller leur panier. Pendant 4 minutes dans le dernier quart, Valence n'inscrit pas un seul point. Monaco s'envole au score et finit par assurer une 20e victoire en 30 matchs. Score final 90-79. We're playing well right now, you know. We found our rhythm defensively, offensively. We're sharing the ball. Guys are happy. Guys are playing for each other. I couldn't ask for any more right now. C'est la première étape de notre objectif. On voulait, dès le début de la saison, on a dit qu'on voulait faire pareil, voire mieux que l'année précédente. Et là, on est sur le bon chemin. Playoff, on est tous contents, mais voilà. On veut rêver grand et faire de grandes choses en Euroleague pour montrer de quoi on est capable. Vous voyez au classement des petits astérisques sont apparus. Ils indiquent les équipes déjà qualifiées pour les playoffs à l'issue de la 30e journée. Il reste 4 matchs à jouer. Monaco cherche désormais l'avantage du terrain pour les séries éliminatoires. Et après ce formidable accomplissement, les Monégasques rejouent déjà ce week-end en championnat cette fois-ci. Ils affronteront Limoges demain, match comptant pour la 25e journée de Betclic Elite. Coup de projecteur à présent sur ce livre qui se veut être un hommage aux carabiniers du prince et aux sapeurs-pompiers morts au combat, un hommage par leur père. En effet, l'engagement militaire monégasque dans la Grande Guerre, publié aux éditions du Précurseur, est un ouvrage réalisé par 2 carabiniers. Perrine Boger et Sylvain Péroumal vous en disent plus.
Richement documenté, ce travail a notamment pu voir le jour grâce aux archives du palais. Il retrace la participation des carabiniers du prince et des sapeurs-pompiers lors de la période de la Grande Guerre. Pour une lecture plus agréable, de nombreuses photos illustrent cet ouvrage, un travail complet, fruit de 5 ans de recherche. C'est en 2018, lors des commémorations de la Grande Guerre, de la fin de la Grande Guerre, que l'on a trouvé dans nos archives en les rangeant entre guillemets le témoignage de ces carabiniers, et on a décidé de l'extraire d'abord par des fiches parce qu'on a voulu les classer, et ensuite on a trouvé le sujet très intéressant et donc on a corroboré ça avec le registre des matricules français pour être sûr de leur dire. Un focus est également fait sur l'engagement durant ce conflit du prince héréditaire Louis et de la petite-fille du prince Albert Ier, Charlotte de Valentinois. Si les recherches ont toutes été intéressantes, certaines restent mémorables. Je pourrais éventuellement parler des recherches que nous avons menées in situ au cimetière de Monaco, où il faut le savoir, il y a encore pas mal de tombes de poilus qui se trouvent dans ce cimetière, des tombes assez monumentales, qui sont assez marquantes. En vente dans les réseaux de distribution habituels ainsi qu'au Souvenir Shop de la place du Palais, cet ouvrage sera également présenté au Festival international du livre militaire qui se déroulera aux écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan les 21 et 22 juillet prochains. Il est à l'origine de nos pensées, de nos émotions ou encore de nos comportements. Nous vous proposons ce soir d'explorer les facettes de notre cerveau, de découvrir ses voies secrètes avec notre premier invité. Pierre Magistretti est médecin neurobiologiste. Il était l'invité aujourd'hui de l'homme cérébral, une conférence qui se tenait au Grimaldi Forum et qui réunissait de nombreux spécialistes dans le domaine. Bonsoir Pierre Magistretti. Bonsoir. Le cerveau humain est un instrument extraordinaire, mais également extrêmement complexe. C'est quand même le seul organe à s'étudier lui-même. Oui, alors effectivement, pour donner quelques chiffres, le cerveau humain contient à peu près 80 milliards de neurones, donc les cellules qui traitent l'information, et aussi, on le connaît moins, on le sait moins, 100 milliards de cellules non neuronales qu'on appelle la glie, et dont on n'a pas vraiment bien compris la fonction pendant longtemps, mais qu'on découvre comme étant des partenaires essentiels pour les neurones. Donc c'est quand même, on parle de 80 milliards de neurones, 100 milliards de cellules gliales, et imaginez que chaque neurone est connecté à 10 000 autres. Donc ça fait 10 à la puissance 15 connexions dans notre cerveau humain. Ces connexions, on les appelle les synapses, et c'est par là que passe l'information. Voilà, ça c'était pour contextualiser un petit peu notre cerveau. Vous êtes donc intervenu lors de cette conférence au Grimaldi Forum, l'homme cérébral, qui avait pour thème fiction ou réalité. Est-ce que les deux sont compatibles, professeur ? Oui, c'est-à-dire qu'on a pris ce titre pour mettre en tension, en dynamique, ce que l'on a projeté. Donc comme vous le savez probablement, on a projeté des extraits de certains films qui traitent de maladies, des films grand public, comme As Good As It Gets pour les troubles obsessifs compulsifs, Still Alice pour la maladie d'Alzheimer, et encore un autre film pour ce qui est des réparations de la moelle épinière. Donc c'est 3 fictions, vu que c'est des films, et on a mis ça en discussion avec des spécialistes internationaux pour voir qu'est-ce qu'il y a de réalité, qu'est-ce qu'il y a comme fiction, mais de toute façon de prendre appui à partir de ce dialogue pour voir quelles sont les perspectives pour le traitement de maladies du système nerveux. Oui, parce que la technologie progresse si vite que les connaissances en neurosciences permettent de faire ce que l'on veut de notre cerveau. Oui, c'est ça. En fait, nos connaissances augmentent, mais il faut rester modeste. On s'accorde à dire qu'aujourd'hui, on connaît au mieux 10% de tout ce qu'on devrait connaître sur le cerveau. Donc, vous voyez, on doit se débrouiller avec ça pour essayer de traiter des maladies. Du côté des médicaments, il y a eu des progrès, par exemple le développement de médicaments pour la sclérose en plaques, pour l'épilepsie, mais force est de constater qu'il y a encore beaucoup à faire, par exemple pour les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et autres.
ce que l'on avance, là où on voit des avancées assez spectaculaires dans certains cas, c'est dans l'utilisation de ce qu'on appelle de la neurotechnologie. C'est-à-dire plutôt que des médicaments, de venir avec par exemple des stimulations électriques très ciblées dans certaines régions du cerveau pour compenser les défaillances. C'est le cas par exemple aujourd'hui dans la maladie de Parkinson, dont on peut bien traiter les symptômes, donc les tremblements par exemple, en stimulant certaines régions spécifiques du cerveau. Également pour la moelle épinière et la section de la moelle, donc des lésions de la moelle, et qui aboutissent à par exemple une paraplégie, il y a maintenant des progrès tout à fait étonnants, de nouveau dans la stimulation électrique de ce qui reste de la moelle en dessous de la lésion. Et là aussi, on a des progrès. Donc, bien sûr, on continue à faire des recherches pour trouver des molécules qui, par exemple, protègent les neurones dans les maladies dégénératives. Mais en attendant, on peut utiliser des approches technologiques comme des stimulations pour pallier à certaines dysfonctions. Eh bien, merci beaucoup Pierre Magistretti d'avoir été notre invité ce soir pour nous éclairer sur notre cerveau. Merci. Je vous en prie. Dans l'actualité en bref, vous le savez, cette semaine en principauté aura été rythmée par la Monaco Ocean Week. Parmi les différents temps forts de cet événement, le Yacht Club de Monaco a remis ses Explorer Awards. Ces prix sont destinés aux armateurs qui se distinguent par leur engagement dans la protection de l'environnement marin, tant dans la conception de leur yacht que dans l'utilisation qu'ils en font. Parmi les lauréats, on pourra retenir le fort engagement de Simon Bernard contre la pollution plastique. Avec son expédition autour du monde à bord du Plastic Odyssey, le navire avait d'ailleurs fait escale en principauté en octobre dernier. Retour à présent sur la programmation du Printemps des Arts. Alors que le festival s'apprête à entamer sa dernière semaine, l'événement proposait hier un concert exceptionnel avec notamment pour invité le BBC Symphony Orchestra. José Sacré et Kevin Garcia vous font revivre cette soirée. Saga symphonique, tel aurait pu être le titre du concert donné par le prestigieux orchestre de la BBC le 24 mars à l'auditorium Régnier 3. Après la symphonie numéro 1 de Samuel Barber, le BBC Symphony Orchestra, avec le pianiste Nicolas Hodge, ont interprété B-Tunes pour piano et orchestre de Betsy Jolas, une commande de la BBC et de Radio France. Betsy Jolas, c'est surtout une femme libre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, bien sûr, comme tous les jeunes compositeurs de son époque, a été tenté par le sérialisme, par l'abstraction, puis qui a rapidement envoyé valser tout ce qui ne lui servait pas, tout ce qui n'était pas, on va dire, cohérent avec sa recherche esthétique et son langage, et elle s'est puisée. Elle a puisé beaucoup dans l'histoire de la musique et c'est quelqu'un aussi qui manipule une notion qui n'est pas toujours présente dans la musique contemporaine, qui est l'humour. À partir de ses 80 ans, elle avait écrit des pièces extrêmement drôles. Elle avait écrit d'ailleurs pour ses 80 ans, un auto-hommage que j'ai eu le plaisir de diriger 15 ans après. Et c'est aussi quelqu'un qui aime jouer sur la parodie, qui aime faire de feu de tout bois et qui a une énorme culture, mais cette culture sert une personnalité qui est une personnalité extrêmement cohérente et extrêmement puissante. Deux pièces de Sibelius ont terminé ce concert d'exception donné sous la direction d'une chef de grand talent, Eva Ollikainen, la directrice artistique et musicale de l'Orchestre symphonique d'Islande. Intéressons-nous à présent à ce que l'on appelle aussi le 10e art. Le tatouage s'ancre de plus en plus dans notre paysage public. Pour preuve, le nombre de personnes tatouées a doublé en l'espace de 10 ans. Et comme la mode, le tatouage a aussi ses tendances. Pour les décrypter, nous sommes ce soir avec une tatoueuse. Bonsoir Noémie Ravena. Bonsoir Émilie. Année après année, on peut constater que certains tatouages sont plus populaires que d'autres. Quelle est la tendance actuellement dans votre salon ? Effectivement, chaque année, on a des petites tendances. Et là, cette année, c'est vraiment la tendance aux lignes fines. On est vraiment sur des choses minimalistes, des petits tatouages en taille et des lignes très très fines. Donc, on s'adapte. Et le réalisme aussi connaît un véritable essor ?
Le réalisme, c'est un classique. Il y a vraiment une clientèle qui est là tous les ans, fidèle pour le réalisme. Donc, on a un tatoueur qui est vraiment spécialisé, Marco, dans ce style. On a vu aussi qu'il y avait une tendance à l'encre blanche. C'est un effet de mode que vous avez aussi constaté également ? Oui, on a eu cet effet de mode ces dernières années de l'encre blanche. Effectivement, on travaillait avec parfois sur des calligraphies, des choses comme ça. Bon, on l'utilise en réalisme régulièrement, mais là, c'était vraiment pour des tatouages plus petits. Après, nous, on est dans une zone, le sud, où c'est pas forcément très, très adapté parce que c'est une encre qui a un petit peu tendance à tourner avec le soleil, avec la mélanine. Donc, on le déconseille généralement, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous souhaiteriez donner justement par rapport au tatouage, des zones à éviter, des zones de la peau qui tiennent moins par exemple ? Pas forcément, mais en tout cas, il faut que le client soit conscient que le tatouage, on travaille avec le corps. Donc effectivement, il y a des zones, par exemple les doigts, les zones des pieds où la peau est plus épaisse. Donc c'est des zones où c'est un petit peu plus difficile à marquer. Donc il faut être conscient que le résultat sera sûrement moins parfait si on choisit ce style de zone. À la base, Noémie, quand on vient se faire tatouer chez vous, on le sait, c'est une démarche personnelle. Vous écoutez également vos clients, vous conversez avec eux avant de passer à l'acte. Bien sûr, nous, on travaille vraiment sur consultation, donc on prend beaucoup de temps pour parler avec nos clients, on élabore les projets avec eux, on essaye de vraiment savoir le pourquoi du comment, de s'intéresser finalement à l'histoire du tatouage avant de s'intéresser au modèle. Et on crée pour eux, effectivement, le modèle qui leur est adapté. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui souhaitent être vraiment pris en main et qui ont du mal à avoir une idée claire du dessin qu'ils veulent. Donc, on s'adapte aussi à cette clientèle-là. On a créé, par exemple, là, un livre qui va sortir à la fin du mois avec beaucoup de modèles de, justement, tatouage minimaliste pour que les gens puissent s'inspirer, venir le feuilleter et choisir sans avoir besoin de venir eux-mêmes avec une idée. Est-ce que vous êtes aussi confronté à des personnes qui ne supportent plus leur tatouage ou qui ont tout simplement honte ? Non, parce que honnêtement, je pense que 95% des gens, même quand ils n'aiment plus un tatouage parce que c'est un tatouage ancien, ça fait partie de leur histoire, ça leur rappelle un moment de vie ou quoi que ce soit, donc c'est rare qu'il y ait vraiment des rejets, à part quand c'est un raté. En revanche, on est confronté à beaucoup de personnes qui ont fait des tatouages dans les années 2000, 90, et effectivement, les machines étaient moins efficaces et on ne pouvait pas avoir le même résultat qu'aujourd'hui. Donc on faisait des tatouages, mais qui pouvaient être un petit peu plus grossiers que la qualité qui est extraordinaire qu'on a aujourd'hui. Donc ces personnes-là voient les nouveaux tatouages et ont envie de souvent les couvrir et de passer à quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Donc ça, oui, on en a. Mais c'est un long travail de couvrir une pièce, hein. C'est difficile. C'est un travail qui est très difficile parce qu'on part avec une base. Souvent, il faut faire plus gros que ce que le tatouage initial est. Et forcément, on se rajoute une contrainte, parce que souvent, ces tatouages étaient très foncés à l'époque. Donc, on se rajoute une contrainte. Mais on arrive à de très, très beaux résultats. Ouais, donc, vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de se faire tatouer. Et toujours, de aussi toute façon. Le bon tatoueur, hein. Toujours vérifier que le tatoueur, quand on regarde ses dessins, ça nous inspire, on se reconnaît dans ce qu'il fait pour pouvoir aller chez lui et surtout toujours bien réfléchir à ce qu'on va ancrer sur sa peau parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Eh bien, merci beaucoup, Noémie Ravena, d'avoir été avec nous ce soir. On le rappelle que votre salon est le 10e Art Tattoo. Merci. Exact, merci beaucoup. Une idée sortie à présent pour ce week-end, le Festival des Jardins de la Côte d'Azur a lieu jusqu'à demain dans la région. Tout comme Nice, Cannes ou Menton, la Principauté participe à cette nouvelle édition qui a pour thème « Surprenante perspective ». L'événement qui se tient sur les terrasses du casino a reçu cet après-midi la visite du jury et du parrain de cette 4e édition, l'animateur Denis Brognard. À noter également que la direction de l'aménagement urbain organisera le 1er avril prochain une journée d'animation qui vous emmènera à la découverte du patrimoine botanique et artistique de Monaco. Une information pratique maintenant qui s'adresse aux membres de l'Amicale des aînés monégasques. La distribution des friandises de Pâques aura lieu le 4 avril prochain au foyer Régnier 3 de 14h30 à 17h. On ne pourrait pas terminer ce journal sans les prévisions météo. Bonsoir Yannick de Beuvert, quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Pour ce dernier dimanche de mars, le temps sera mitigé comme depuis quelques jours en Principauté avec du soleil en matinée et puis des nuages de plus en plus présents au fil de la journée.
Un vent soutenu est également à prévoir, il pourrait souffler jusqu'à 50 km/h. Les températures restent stables entre 12 degrés au lever du jour et 19 dans l'après-midi. En ce dimanche 26 mars, nous fêtons Sainte Larissa. Et puis n'oubliez pas, cette nuit marque le passage à l'heure d'été. Il faudra avancer d'1 heure sur chacune de vos horloges. En effet, n'oubliez pas de régler vos montres pour ne rien manquer des programmes de Monaco Info, dont notamment le prochain numéro de 19h dimanche qui sera consacré au renouveau des palaces. Yann-Anthony Nogues recevra Danielle Garcelon, directrice générale du Monte Carlo Beach. On referme ce journal comme nous l'avons débuté avec la victoire de la Roca Team face à Valence hier soir, succès qui permet aux hommes d'Obradovic d'obtenir leur qualification pour les playoffs d'Euroleague. Les photos sont signées ce soir. Frédéric Nébinger. Excellente soirée à tous et à demain pour le best-of de la semaine.